bien, merci d'être là alors que c'est l'heure du déjeuner et que vous devez tous avoir la dalle. Donc, je vais essayer de parler assez brièvement parce que l'idée, c'est de ne pas dépasser le temps. Donc, ça va vraiment être très introductif, je préviens, de tous les problèmes d'éthique et de bioéthique qu'on peut rencontrer lorsqu'on doit travailler avec la biodiversité et puis le vivant en général. Donc, il va y avoir des soucis qui regardent plus précisément les problèmes de conservation, quand on veut conserver la biodiversité. Il va y avoir des problèmes qui vont parler plus des écosystèmes, lorsqu'on essaye de maintenir des écosystèmes à l'équilibre, pas forcément de la biodiversité au sens général. Et puis, il va y avoir aussi des thématiques qui sont liées au vivant, en manière générale, lorsqu'on travaille avec des trucs qui peuvent mourir, comme disait Mathieu hier, lorsqu'on essayait de définir le vivant. Globalement, il va y avoir 3 choses. En éthique, on se dit, c'est super simple. À partir du moment où c'est vivant, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire du mal. Et quand c'est un truc qui peut bouger, il ne faut pas l'enfermer s'il ne veut pas. Donc, l'idée, ça va être de dire, voilà, on fait tout ça. Et puis, merci d'être venu à mon presque tel talk et on a fini. En réalité, ça va être plus compliqué que ça. On va commencer du coup par la base, c'est-à-dire la mort et tout ce qui s'ensuit ou pas. Donc, l'idée, c'est, tu ne tueras point. Voilà, ça c'est l'éthique de base. Bon. Oui, mais et si c'est pour sauver un autre truc qui est plus sensible, par exemple? Alors, pourquoi est-ce que cette idée de sensibilité elle est importante? Parce que lorsqu'on essaye de travailler en éthique, on essaye de travailler sur différents degrés et différentes échelles sur lesquelles on va prendre en compte les valeurs, et notamment le fait que, est-ce qu'une espèce est sensible ou pas? C'est un critère qui est important, on va y revenir lorsque je parlerai plus précisément du critère de la souffrance. Donc, est-ce qu'on a le droit de tuer quelque chose pour sauver quelque chose qui est plus sensible? Ça va se voir, par exemple, lorsqu'on va parler des degrés de ressenti de la souffrance entre les reptiles qui ne le sont pas énormément et les mammifères qui le sont énormément. C'est une vraie question. Est-ce que quelque chose qui est plus sensible est prioritaire? Bon, peut-être. Est-ce qu'on a le droit de tuer quelque chose si c'est pour sauver quelque chose de plus rare? Est-ce que c'est éthique, par exemple, sur une île? Je prends les îles parce que c'est des vrais cas qu'on a actuellement et des vraies questions qu'on a en matière de biodiversité. Il y a des espèces invasives qui ont été introduites parfois volontairement et ce n'était pas une bonne idée, parfois par accident. Ce n'était pas une bonne idée non plus, mais là, on ne l'a pas fait exprès. Est-ce qu'on a le droit de tuer tous les moutons revenus à l'état sauvage pour sauver une plante qui est endémique et qui est unique au monde à cet endroit-là? Parce que pour le coup, au niveau de sensibilité, la plante, c'est pas ça. Il y en a plein sur les gens qui vont vous dire « oui, mais le cri de la carotte, non ». Non. Alors, en tout cas, le cri de la fleur, non. Voilà, ça, on n'a pas. Donc, la question, c'est, oui, mais si l'espèce, elle est plus sensible, est-ce qu'on a le droit de la tuer pour quelque chose qui est plus rare, qu'il faut absolument sauver? Encore plus pour ceux qui étaient là ce matin à 9h et qui étaient courageux. Encore plus si cette plante-là est une espèce clé de voûte. Si, elle, une fois qu'on l'a tuée, il y a tout le système qui s'effondre. Bon, ça va être un vrai problème. Et si c'est quelque chose de plus vulnérable, au même niveau? Alors là, vous voyez pas très bien, parce que c'est les images qui sont prises par les caméras de nuit, mais en l'occurrence, ce sont les rats, sur certaines îles, qui dévorent les œufs de certains oiseaux marins. Alors, là, on est sur des choses qui sont pas endémiques, ces oiseaux-là, ils existent sur plusieurs îles. On est sur quelque chose qui a un niveau de sensibilité à peu près équivalent, mais on est sur une situation où si l'homme n'intervient pas, eh bien cette espèce-là va se retrouver vulnérable et donc de plus en plus menacée. Elle peut disparaître sur plusieurs îles en même temps, ça c'est pas un problème. Donc on va se retrouver à devoir mener des campagnes d'extermination pour protéger d'autres animaux. Ça fait un peu bizarre quand on l'écrit sur le papier comme ça, à la base. Bon, oui, mais... et si c'est pour sauver plein du même truc? Si je tue un truc pour sauver plein du même truc? Alors, ceci est l'adorable diable de Tasmanie. Et alors, ils ont la particularité, première particularité, d'adorer de se faire des bisous de museau à museau. C'est adorable, il faut regarder ça. Ils ont la deuxième particularité d'avoir des cancers qui sont transmissibles par le toucher. Voilà, alors c'est moins adorable, je vous ai pas mis les photos des tumeurs et tout parce que j'avais peur qu'il y ait des enfants dans la salle et c'est vraiment pas beau. Et puis bon, c'était l'heure du déjeuner, donc voilà. Mais en réalité, on se retrouve du coup à capturer et parfois tuer parce que lors des prélèvements ou parce que lors des autopsies, des individus dans l'espoir de trouver des remèdes pour en sauver plus. Ça change rien pour l'individu de son point de vue au fait qu'on l'a buté. Hein. Oui, mais c'est pour sauver les tiens. Oui, mais est-ce que quelqu'un sait ce qu'il en a à faire? Ça se trouve, les autres, ils les aiment pas. Je veux dire, donc là aussi, on se retrouve à oui, mais est-ce que c'est éthique d'en sauver un si l'idée c'est d'en sauver plein d'autres? Alors là, on parle d'autant plus d'espèces
sur lesquels il reste parfois pas beaucoup d'individus. Donc, au point de vue de la diversité génétique, la valeur d'un individu, c'est important aussi. Donc, on a aussi cette notion qui peut encore entrer en jeu. Oui, mais si c'est pour en sauver moins, et dès que je préfère. Alors, là, on va rentrer dans les trucs. Là, ça peut être lié aux humains, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'à l'heure actuelle, la plupart des traitements sont encore testés sur l'animal. Lorsqu'on traite des anticancéreux, on ne va pas se mentir, le rat qui a développé le cancer, il y survit très rarement. Hein. Oui, mais si c'est pour sauver mon frère, j'ai le droit de préférer mon frère au rat, après tout. Bonne question. Oui, mais si c'est pour sauver un animal domestique, j'ai le droit de préférer mon chien à un animal de laboratoire. J'ai pas de chien, c'est un exemple. Mais l'idée, c'est encore une fois, oui, mais si moi, d'une manière très subjective, j'ai décidé dans le système de valeurs qui est ma société que j'avais une préférence pour certains individus. Est-ce que c'est plus important de sauver d'autres humains? Est-ce que c'est plus important de sauver des animaux parce que je les aime? Alors, on dit souvent qu'en éthique, on essaye de se libérer des biais et de se libérer de la subjectivité. Dans l'éthique, ce n'est pas forcément le cas. Le fait de préférer quelque chose, c'est un rapport. Est-ce que c'est celui qu'on doit prendre en compte le plus? Pas forcément, mais c'est un rapport. Et oui, mais si c'est pour la science. Alors j'ai mis un grand S parce que c'est un peu une blague et parce que c'est un truc qu'on ressort très souvent. En l'occurrence, là, ce que vous voyez, c'est des scènes de capture de chauves-souris dans des zones où on essaye de comprendre comment se transmet Ebola. Alors les chauves-souris, elles sont porteuses d'Ebola, mais elles s'en foutent complètement. Ça fait partie des trucs, c'est comme chez nous, chez Escherichia coli, quand il reste dans les intestins, là où il est censé être. Oui, voilà, ils sont porteurs. Voilà. Nous, ça nous embête un peu. Alors, ça embête aussi d'autres espèces. Il faut savoir que les grands singes aussi sont sensibles à Ebola. Les chimpanzés meurent d'Ebola aussi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des épidémies d'Ebola, c'est dangereux pour les humains, c'est dangereux pour tous les grands singes qui vivent à proximité aussi, et qui sont complètement en voie de disparition, tous. Donc, oui, mais si c'est pour la science, si c'est pour nous aider à comprendre, si on n'a pas le choix, parce que pour aller chercher Ebola au fin fond des intestins des chauves-souris, elles y survivent bravement aussi. Est-ce qu'on a le droit, si c'est pour la science? Et oui, mais si vraiment je l'aime pas, je vous présente, mesdames et messieurs, le sarcopte de la Galle. Voilà, j'ai entendu quelques grilles, là, il y a des gens peut-être qui l'ont eu. Alors, est-ce que si vraiment on extermine le sarcopte de la Galle, on va vraiment en pleurer sur son sort? Est-ce que si on extermine les punaises de lit, elles vont vraiment nous manquer? Si on arrive, à un moment donné, on l'espère, mais si on arrive à avoir un vaccin qui fonctionne contre le paludisme et qu'on extermine le parasite de la malaria, est-ce que vraiment le monde va s'en porter plus mal? Voilà, il y a des moments où on se dit, bon, la biodiversité, c'est important, il faut protéger toutes les espèces, mais enfin, il y en a, venez, on met ça sous le tapis, on s'en fout. Alors, la petite blague là-dessus, c'est que là, celui que je vous présente, il est très caractéristique parce qu'il a la particularité d'être un parasite. Les parasites, contrairement aux espèces clés de voûte, alors ça sert à rien que je fasse la pub pour la conférence de ce matin, mais vous irez la regarder sur YouTube quand elle sera là. Ils ne sont pas dans la chaîne alimentaire, ce qui fait que lorsque cette espèce-là disparaît, on a rarement un effondrement du reste de l'écosystème. Donc on est un peu moins regardant. Mais on pourrait se poser la question, si on veut protéger vraiment toute la biodiversité à tout prix, est-ce qu'on doit protéger aussi nos propres parasites? Sur le papier, tout le monde va dire oui. Très bien. Qui est volontaire pour avoir la ch'touille? Il faut que quelqu'un la porte. Voilà, bon. Et d'un seul coup, beaucoup moins. Donc, déjà, on voit qu'un truc aussi simple qu'il ne faut pas tuer, en réalité, ce n'est pas simple du tout. Et selon ce qu'on étudie, dans quel contexte, sur quoi on bosse, de quelle manière, déjà, on va devoir se retrouver à poser des sérieuses questions. Après ça, il y a la partie souffrance, parce que, comme je le dis régulièrement, mourir n'est pas tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Donc la base, encore une fois, en fait, tu ne feras pas souffrir. Voilà, bioéthique, simple, très, très bien. Bon, maintenant, oui, mais si on n'est pas sûr que ça souffre, est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on doit partir du principe que... Alors, je vous présente, voilà, ça, c'est des magnifiques méduses. Les cnidaires, généralement, ça a quelques neurones. Celles-là, elles en ont très exactement 4 paires de neurones. Ça fait pas lourd. Hein, voilà, on va se mentir. La capacité à ressentir de la douleur lorsqu'on a 4 paires de neurones, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on doit appliquer un principe de précaution en se disant « oui, mais pendant longtemps, on pensait par exemple que les reptiles ne souffraient pas non plus ». Bon, et puis finalement, on s'est rendu compte que oui. Est-ce qu'on doit appliquer le principe de précaution? Et si oui, sur quels critères? Est-ce qu'il suffit d'avoir 4 cellules nerveuses pour qu'on se dise que ça marche?
Est-ce qu'il faut qu'il y ait au moins un système lorsque, chez les insectes, il y a des ganglions nerveux? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un encéphale, à proprement parler? Est-ce que si on en a plusieurs, ça compte double? Genre le céphalopode, est-ce qu'on en compte un pour chaque bras? Bon, aussi on a des questions. Oui, mais encore une fois, si c'est pour sauver des vies, parce qu'avant le passage où elles vont peut-être mourir d'un cancer, il y a plein d'espèces qui souffrent dans les laboratoires parce que, et alors là je vais parler que des laboratoires où il est question de mettre en place des traitements. Il y a l'aspect cosmétique aussi. Là-dessus, au niveau bioéthique, on n'y est pas. Hein. Vous n'avez pas besoin de torturer des animaux pour votre crème anti-rides, ça ne marche pas de toute façon. Voilà. Et là, la question, c'est très bien. Est-ce que si on essaye de protéger les gens, en particulier si c'est des populations vulnérables, parce que quand on essaye de mettre au point des traitements contre la dengue ou contre le paludisme, c'est quand même aujourd'hui des populations qui sont très défavorisées ou qui sont dans des milieux où elles sont en danger. Donc, si c'est pour sauver des vies, est-ce que ça se peut? Dans quelles conditions? Il y en a, je pense, ici, à qui ça doit parler, peut-être l'expérience de Serralini. Dans les milieux sceptiques, je savais que ça allait parler. Bon, l'expérience de Serralini, elle a été une très grande, elle a été une collection d'infractions au principe éthique en sciences, déjà parce qu'elle était frauduleuse, mais aussi parce que pour obtenir des belles photos, pour obtenir des photos qui allaient vraiment dans son sens, Serralini, il a laissé les tumeurs des rats grossir jusqu'à des points absolument invraisemblables. Alors, ça faisait des photos très impressionnantes, mais normalement, en laboratoire, c'est interdit. L'idée, c'est de dire, oui, bon, peut-être pour sauver des vies, on va se dire il faut laisser des tumeurs se développer pour voir si les traitements anticancéreux y marchent, mais il y a un stade où on arrête, il y a un stade où on dit stop. On doit dire stop. Donc là aussi, la question de qu'est-ce qui souffre, à quel point, comment, combien de temps, pour quelles raisons, c'est pas évident du tout. Ouais, mais si c'est ça ou tuer, est-ce que c'est mieux de tuer ou de faire souffrir? Vous avez 4 heures. Ce sera Florian Kova qui corrige. Alors là, je vous en ai mis un qui est très intéressant. C'est un hippopotame. Je pense que ça, tout le monde voit. Et je ne sais pas si sur l'image, vous voyez bien le petit dart qu'il a ici, qui est une fléchette anesthésiante. Alors, la fléchette anesthésiante, normalement, ça sert à anesthésier. Tout le monde suit, c'est bien, super, nickel. Quand vous anesthésiez, vous êtes dans un... On dit que c'est un sommeil. En réalité, le vrai terme, c'est un coma réversible. Le problème qu'on a avec les hippopotames, c'est que quand ils sont touchés par quoi que ce soit, leur premier réflexe, c'est d'aller se mettre à l'abri. Pour eux, se mettre à l'abri, c'est dans l'eau. C'est un problème. C'est un gros problème. C'est-à-dire que la plupart des soins qu'on veut faire à des hippopotames, par exemple, s'ils ont été touchés par des braconniers, s'il faut essayer de leur tirer une balle, ou alors si, à l'inverse, ils ont besoin d'être amputés d'une oreille parce qu'ils l'ont prise dans quelque chose, s'ils sont en semi-liberté. Il y a beaucoup de soins qu'on essaye, dans la mesure du possible, de pratiquer sans anesthésie, parce que si on essaie de les anesthésier et qu'on ne peut pas les corner dans un coin, on va les buter. C'est un vrai problème. Alors on peut parfois prendre le risque en se disant, on va prendre le risque, très bien, prenons le risque. Admettons qu'on soigne pour son bien. Alors, vous avez ici la formidable image d'un dentiste en train d'extraire 5 dents de crocodile. Alors, petit point très rapide, les crocodiles ont des dents qui poussent tout au long de leur vie. Et des fois, la dent, elle n'attend pas de savoir si la précédente, elle est tombée pour pousser. Alors, vous avez peut-être eu ça avec vos dents de lait, il y a la vraie dent qui sort, voilà, très bien, c'est nickel. Sauf que eux, des fois, la dent, elle reste bien en place. Et il y en a 3, 4, 5 qui poussent dans la même partie de la mâchoire, qui se brisent, qui sont machin, c'est un horreur. Sauf que le crocodile, lui, en plus du fait qu'il a mal, quand vous lui sautez dessus pour essayer de lui guérir sa dent qui est en train de virer un abcès, il n'en a aucune idée. Dans son monde mental, le concept du dentiste, ça n'existe pas. Voilà. Ce qui fait que pour lui, c'est une agression. Pour lui, à ce moment-là, il est en danger de mort, tout pareil que quand un léopard lui saute dessus. Il ne fait aucune différence. Vous le savez, vous dites oui, mais c'est pour son bien. Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il en sait? À ce moment-là, il est en souffrance, il est en panique, tout pareil. Exactement pareil. Et j'ai pris l'exemple du crocodile, déjà parce qu'il est un peu impressionnant, mais en plus parce que les crocodiles ont cette particularité qu'ils peuvent réellement mourir de peur. Alors on dirait pas le gros machin comme ça, mais en réalité, le stress leur fait produire de l'acide lactique, et quand ils en produisent trop, ils vont faire un arrêt cardiaque. Donc là, on se dit, très bien, il faut qu'on lui fasse des soins dentaires. Est-ce qu'on prend le risque de le buter de peur? De le buter qu'il aura tellement peur qu'il va en mourir?
C'est une vraie question, et c'est aussi pour ça que régulièrement, vous pouvez voir, soit ça peut être sur des documentaires animaliers, ou vous pouvez le voir dans des parcs zoologiques. Vous avez parfois des animaux, vous voyez qu'ils ont une blessure, vous dites mais pourquoi les soigneurs font rien? Mais parce que parfois, on se pose vraiment la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le laisser avoir mal que prendre tous les risques qu'il va avoir pour arriver, même si c'est pour son bien? Il va y avoir aussi, oui, mais si c'est pour la science encore, il va revenir celui-là. Alors là, vous avez une expérimentation. Ce que vous voyez, c'est une souris de laboratoire. Et le truc qui brille, c'est une diode qui est placée directement sur son cerveau. Alors en faisant ça, ce qu'on essaie de voir, c'est pas de voir s'ils font de la lumière avec leur tête, ou s'ils ont des idées brillantes. Ils en ont peut-être. En l'occurrence, c'est une forme de photothérapie, c'est-à-dire qu'avec ça, on va venir illuminer certaines zones, certains neurones, et avec ça, on comprend comment est-ce que les réseaux de neurones s'organisent, comment est-ce qu'ils réagissent, et parfois on peut, en stimulant certains neurones comme ça, guérir certains troubles. Ça fait partie des pistes de recherche pour Parkinson, par exemple. On est sur de la compréhension de choses extrêmement fines, et est-ce que ça surprendra tout le monde? On a du mal à le faire sur des humains vulnérables, parce que si vous faites ça sur quelqu'un qui a Parkinson, déjà, sur un humain, c'est plus compliqué, et puis le consentement de quelqu'un qui a un Parkinson avancé, c'est compliqué. Alors vous allez me dire, Laura non plus, il n'a pas consenti. Oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on se pose la question, oui, mais où est-ce qu'on en est à ce moment-là? Est-ce que c'est la science? Parce que là, c'est pas très agréable non plus. Alors, l'ouverture, les trucs comme ça, là, normalement, il y a l'anesthésie. Mais l'idée, c'est, si on veut en savoir plus, à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. Alors, les choix, on les fait chez eux, on les fait chez nous. Toujours la même question. Il y en a qui vous diront, pourquoi pas nous, plutôt? Tout à fait. Mais ce sont des débats. Il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, en bioéthique, ce n'est pas des choses qui sont tranchées, c'est des vraies questions. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le faire sur des patients Alzheimer qui ne s'en souviendront pas 5 minutes plus tard? C'est une vraie question que quelqu'un m'a posée un jour, hein, donc rigolez pas trop. Et enfin, il va se poser la dernière question. Comme ça, j'essaye d'être bien dans les temps tranquilles, qui est la privation de liberté. Alors là, forcément, quand on parlait avant de la bioéthique, on avait aussi cette question de tout ce qui est vivant. Donc je vous ai présenté l'exemple avec les plantes endémiques au début. Là, on va forcément parler, si on parle de captivité, des choses qui peuvent bouger. Ça a l'air débile comme ça, mais voilà. Donc on est forcément règne animal, puisque à l'heure actuelle, les plantes qui bougent, on n'en a pas beaucoup encore. Alors avec le vent un petit peu, mais c'est tout. Donc la base, encore une fois, c'est tu n'enfermeras pas. On ne prive pas une créature de liberté, on ne la prive pas d'être dans son milieu naturel, d'avoir son comportement naturel et d'exercer toutes les fonctions de son espèce. Voilà, c'est ça, respecter sa vie. Oui, mais si c'est pour son bien. Alors là, vous avez des images, par exemple, des koalas qu'on a récupérés suite aux incendies de forêt. Bon, là, en fait, si on ne les met pas dans des centres pour l'instant, leur forêt, elle n'existe plus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse dans leur milieu naturel, sachant que leur milieu naturel, là, il ressemble plus au désert de Gobi que dans laquelle ils mangent des feuilles? Ou est-ce qu'on accepte de les priver de liberté, de les relocaliser peut-être, parce que leur milieu, il n'est pas prêt de repousser là tout de suite? Parfois, pour certains, avec des blessures qui font qu'on va les garder en captivité toute leur vie. Oui, mais si on ne peut pas relâcher. Et alors là, je vais vous présenter un exemple qui, à chaque fois, me fend le cœur, parce que c'est une espèce que j'aime particulièrement. C'est l'exemple des orques. Alors, je pense qu'il y en a qui sont peut-être déjà un peu familiers, mais je vais expliquer vite fait. Les orques, ce sont des mammifères marins qui... Alors déjà, c'est des mammifères, pas des poissons. Hein. Ce sont des mammifères marins qui sont extrêmement sociaux. Ils vivent en famille, ils vivent en groupe toute leur vie. Ils parcourent des distances absolument immenses. Autant de vous dire qu'ils ne sont pas heureux dans un bassin de 10 mètres, ni même de 20, ni même de 150. Ce que vous voyez au-dessus, là, l'aileron qu'ils ont, lorsque cet aileron est affaissé, c'est un signe de mauvaise santé. Le souci étant que sur des espèces comme ça, dites hautement céphalisées, c'est-à-dire qui ont un gros cerveau dans la boîte, clairement, on n'a généralement pas vraiment de moyen de savoir si c'est parce qu'ils sont malades, genre ils ont une infection, ou si c'est simplement de la souffrance mentale. Ce sont des espèces qui sont sensibles à ce degré-là de souffrance. C'est-à-dire que même si vous avez l'eau qui est nickel, et l'alimentation elle est nickel, et leur peau elle est nickel chrome, ils peuvent être en état de souffrance mentale, notamment parce qu'ils sont dans un bassin, alors au lieu d'être en pleine mer du Nord. Et plus encore, ce sont des espèces qui ont une culture. Alors là, généralement, quand je dis ça, ça fait bondir plein de gens, mais c'est bien, vous êtes tous assis sur vos sièges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des espèces qui ont une transmission entre générations, parfois entre individus, mais qui ont une transmission entre générations. Elles apprennent certaines techniques de chasse,
elles apprennent le choix de certaines proies. Toutes les familles d'orques ne chassent pas la même chose. Il y en a qui mangent des poissons, il y en a qui mangent des oiseaux. Et forcément, vous pensez bien que les techniques de chasse ne sont pas les mêmes. Si tu poursuis un banc de poissons, si tu dois attraper un oiseau qui n'est pas dans l'eau, en toute logique, les techniques de chasse vont être très différentes. Ces techniques, elles sont apprises. Même chose, vous avez sans doute vu des vidéos sur les phoques qui sont sur des grands bancs de glace comme ça, et les orques arrivent et elles font une vague par le fait de travailler en commun, et le phoque il se retourne parce qu'il retourne la plaque de glace, et après on peut manger un phoque. C'est super bien. Donc ça, ce sont des choses qui sont apprises, et leur communication aussi, elle est apprise. De la même manière que les baleines chantent, il y a aussi un chant, une forme de chant chez les orques, qui est appris et qui est entre familles. Il faut bien se rendre compte qu'une orque aujourd'hui, qui est dans un Marineland, tout ce que vous voulez, etc., on la relâche en pleine nature, elle va mourir. Elle n'a aucune chance de survie. Elle ne sait pas communiquer avec son espèce, elle ne sait pas de quoi se nourrir, elle ne sait pas comment chasser. Elle n'a pas les codes sociaux pour essayer d'interagir avec les autres. Les seules solutions qu'il peut y avoir pour ça, éventuellement, c'est avoir des aires marines très closes et protégées, dans lesquelles on peut les réintroduire, peut-être en groupe si on en relâche plusieurs du même centre. Mais on a des vrais problèmes avec ça, parce que c'est des individus dont on est sûr qu'ils n'ont rien à faire en captivité, qu'ils sont extrêmement en souffrance en captivité, et à l'heure actuelle, on n'a pas de solution pour les relâcher. Pas sans les faire juste crever comme ça. Oui, mais encore une fois, autre question, si c'est pour la survie de l'espèce. Aujourd'hui, il faut voir, alors je ne vous ai pas mis le truc, mais on a un certain nombre de parcs zoologiques qui sont dans des programmes de reproduction de l'espèce dans le but, justement, pour le coup, là, de relâcher. C'est-à-dire qu'on fait reproduire des individus, et puis certains de ces individus vont pouvoir être relâchés par la suite. Ça se fait dans certains programmes qui ont des... Alors, c'est des programmes parfois où on récupère les animaux qui ont été capturés trop jeunes, qui ne peuvent pas être réintroduits, mais leur descendance peut être réintroduite. Donc ça, on espère beaucoup avec notamment les captures d'animaux illégaux. Mais aussi parfois simplement des endroits où la déforestation fait que ces groupes-là sont menacés. On les capture, on les élève, on essaye de faire en sorte qu'il y en ait plus et de pouvoir ensuite les relâcher dans d'autres zones où l'environnement est encore préservé. Mais les individus reproducteurs ne seront jamais relâchés. Donc c'est une vraie question. Est-ce qu'on a le droit de les enfermer dans l'espoir qu'ils fassent plein de bébés qui, eux, peuvent reproduire les fermions de leur espèce? Oui, mais s'il a l'air d'aimer ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains individus, ils sont techniquement en captivité et ils n'ont pas l'air malheureux. Et voilà, et quoi faire? Et s'ils aiment ça? Et s'ils ont l'air d'aimer ça? Et s'ils ne veulent pas partir? Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, oui, mais ils ne sont quand même pas censés être dans les foyers humains. Les foyers humains, c'est pour les humains. Oui, mais si eux, ils n'ont pas l'air d'accord avec ça, qu'est-ce qu'on en fait? Dans la même veine, alors du coup, je vous ai pris aussi une image soft, parce que j'en avais plein où ils chassent plein de trucs pour de vrai, non mais voilà. Dans la même chose, oui, mais si c'est pour le bien des autres espèces. Alors, vous avez compris que j'aime les chats, je pense. À l'heure actuelle, en Australie, il y a des programmes d'extermination des chats. On les extermine pour essayer de préserver les autres espèces, en particulier de reptiles, qu'ils chassent d'une manière abominable. Bon, plutôt que de les exterminer, certains disent, on peut juste les capturer. Oui, mais c'est des populations de chats sauvages, ils ne sont pas vraiment habitués à vivre avec l'humain. Ils n'en ont peut-être pas très envie, ils sont peut-être vachement plus heureux à tuer tout ce qui bouge dehors. Oui, mais si c'est pour sauver des autres espèces. Et enfin, oui, mais si c'est pour la science, toujours. Alors, cette photo-là, c'est la photo de mon président de jury de thèse, qui ne m'en voudra pas de l'avoir utilisée. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente Georges Japoutier quand il était jeune, et qui, en l'occurrence, s'occupait des chimpanzés. Alors là, c'est des chimpanzés qui sont nés en captivité. Et l'idée, c'était justement, en arrivant à les comprendre, aussi de pouvoir parfois mieux les protéger. C'est en comprenant les chimpanzés, par exemple, que les chercheurs ont réussi à convaincre d'autres en laboratoire qu'il était temps de sortir autant que possible les grands singes des modèles animaux qu'on utilisait pour l'expérimentation. Ce sont des individus beaucoup trop sensibles, beaucoup trop complexes. Et parce qu'on a réussi à les comprendre, parfois on arrive aussi à convaincre qu'il faut mieux les protéger et mieux les respecter. Parfois, ça exige aussi qu'on fasse des trucs qui ne sont pas bien maintenant, dans l'espoir que dans le futur, ça aille mieux. La science, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai la réponse à toutes ces questions? Non, absolument pas. Du coup, je vous ai tout balancé comme ça et je vous laisse réfléchir pendant des plombes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon appétit à tous.